on va rappeler les précédents orateurs et on ouvre la séance à la discussion. Alors, moi, j'ai une petite question, plutôt un partage d'expérience. Par rapport aux patients porteurs de PCA, il est extrêmement important d'éduquer ce patient en matière d'utilisation des bolus. Et rien que le terme qui est utilisé pour la dispensation des bolus, on reste encore sur certaines pratiques de nommer cette période comme période d'interdiction, qui est vraiment une notion un peu dépassée, plutôt que de période réfractaire, parce qu'il n'est absolument pas interdit aux patients d'appuyer pendant cette période. Et au contraire, nous, on a besoin de savoir, hein, en tant que professionnel, de combien il a besoin. Mais il ne recevra pas nécessairement. Et du coup, l'information que l'on donne aux patients sur cette période réfractaire, est-ce qu'il faut lui donner le délai de cette période réfractaire qui peut arriver à des utilisations inadaptées, puisque le patient a pu, on lui a dit qu'il pouvait en avoir tous les 5 minutes, donc tous les 5 minutes, il peut appuyer sans forcément en avoir besoin. Voilà. Et je ne sais pas si vous utilisez encore beaucoup ce terme de période d'interdiction sur votre établissement. Alors, effectivement, on pourrait plutôt parler de quand le patient nous demande de période de sécurité ou de période de sûreté, mais à moins que le patient nous le demande, on n'indique jamais en fait la période réfractaire. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Julien. Ouais. Moi, je suis d'accord, effectivement, l'utilisation, moi je l'utilise couramment, effectivement, le terme plutôt période réfractaire plutôt que période d'interdiction. Bon, après, la terminologie n'a pas toujours une incidence, voilà, mais c'est bien de le préciser. Moi, j'aimerais vous poser une question justement pour la PCA. C'est quand même assez étonnant qu'on soit encore obligé et encore de faire des présentations sur la PCA. Ça fait à peu près 30 ans que les premières pompes sont arrivées. Et ça reste autant des smartphones et de choses extrêmement complexes à utiliser. Il y a toujours les mêmes peurs dans les services pour mettre en place les PCA. Qu'en pensez-vous? Quel est ce frein? Enfin, on a pu remarquer, nous aussi, que, en fait, à partir du moment où certains services ont pris la décision de s'autonomiser, donc d'avoir leur parc PCA à eux, il y a eu une plus large diffusion. Parce qu'effectivement, quand c'était le centre de la douleur qui détenait le parc sur l'hôpital Saint-Antoine, il y avait énormément de freins et on voyait des PCA arrêtés la nuit ou les week-ends sans aucune explication. En tout cas, une explication qui pouvait s'entendre. Moi, je ne vous cache pas que j'étais aussi très surprise d'être sollicitée aujourd'hui pour faire un topo sur la PCA, à l'heure des smartphones, à l'heure du digital, parce qu'on sent quand même qu'il y a encore des freins et une difficulté de la diffusion. Mais peut-être que ça vient aussi des études médicales, puisque la PCA, de toute façon, est prescrite. Ce n'est pas un infirmier, une infirmière qui va prendre sur lui ou sur elle de poser la PCA. Vous voyez, elle peut éventuellement le suggérer, mais ça vient aussi, c'est une prescription médicale avant tout. Enfin, j'ai l'impression que c'est mixte, mais y a-t-il des questions dans la salle? La PCA, vrai sujet. Hein. Moi, ça fait 20 ans que je fais de la douleur, 30 ans que je fais de l'anesthésie. Voilà, c'est un vrai sujet. Le vrai souci, c'est que le smartphone, ça ne se dilue pas. Et le problème des PCA, c'est souvent les dilutions, les préparations, une vraie peur d'hémorphinique, à mon sens, hein, et de la part de certains médecins, de certains anesthésistes. Hein. Là, on n'est pas parlé des périodes bloquées sur 4 heures. La période max sur 4 heures, c'est en anesthésie, c'est un vrai fantasme. Hein. Si on ne met pas la période de blocage sur 4 heures, c'est pas possible de me faire de la PCA. Parce qu'il y a des anciens concepts, on a peur. À mon sens, la PCA, ça fonctionne quand on est très carré, un protocole, des poches prêtes à l'emploi, on dilue plus, ça se passe très très bien. Nous, on a opté pour les poches prêtes à l'emploi en morphine 1 mg et 10 mg. Je vous assure, on n'a plus de problème de dilution, hein. Ça se passe déjà bien, ça. Après arrive le problème de l'oxycodone.
et des infirmières qui veulent absolument du 1 pour 1. Alors ça, j'ai du mal à comprendre. Je ne comprendrai jamais, parce qu'entre un facteur 1 et 10, franchement, c'est pas tordu, mais ça se complique. Après, vous avez fait état aussi de préparation dans certains services où on prend la dose totale sur 5 jours ou sur 7 jours. À mon sens, c'est une immonde connerie, excusez-moi des mots, mais parce que à l'hôpital, la morphine, on en a toute l'année. Donc on peut dire, on prend une poche, on fait 1000 mg, on fait toujours la même chose, ça se passe bien. Le problème, c'est en ville. Le problème, c'est en ville, c'est qu'on délivre la morphine pour une quantité de jours, 28 jours aussi, hein, possible, pour les PCA. 28 jours, ça fait long. Hein. Et quand vous avez 28 jours de morphinique à domicile, là, pour les addictologues, ils rigolent parce qu'on n'utilise pas tout et il y a des stupéfiants qui se promènent, on ne sait pas qui en fait quoi. Et c'est vrai que c'est des vraies peurs, la morphine. Alors on n'a pas parlé des problèmes de tubulure, des problèmes de débit de perfusion, des problèmes de stockage dans les... Ça, c'est un... Moi j'ai fait une présentation à la CFDD l'année dernière ou il y a 2 ans. C'est vrai que c'est un vrai problème. Et c'est un sujet qui revient. Sauf qu'en anesthésie, avec la réhabilitation précoce, la PCA, on n'en parle quasiment plus. On n'en parle plus quasiment en douleur chronique ou en soins palliatifs. Donc ça réduit normalement les champs de PCA. Merci. Des questions? Oui, bonjour. Moi, je suis infirmier en HAD. Bon, au sujet de la PCA, il y a plusieurs choses que je voudrais évoquer. D'abord, au niveau de la prescription, c'est les médecins traitants qui restent les médecins prescripteurs. Et je trouve qu'ils ont, dans sa plupart, beaucoup de difficultés parce qu'ils ne connaissaient pas les dispositifs de la PCA. Alors, ça bloque énormément. Et une autre chose qui me choque, c'est le fait que vous évoquez de la pile qui se termine. Je trouvais ça affreux. Qu'une pompe PCA, parce que nous, on fait une surveillance quotidienne et c'est la pile qu'on regarde. En plus, il a une autonomie assez large. C'est un peu choquant qu'on attend que la pile soit épuisée pour la changer. On la change toujours bien avant qu'elle soit, quand elle est à peu près à la moitié, pour éviter que ça arrive à ce type d'incident. Et une autre chose que je voudrais évoquer, c'est qu'il y a une autre modalité de prise en charge très proche à la PCA, que c'est l'antalgie et contrôlée par les soignants. On utilise la même pompe, mais chez des patients où ils ne sont plus en capacité d'exprimer leur volonté, ils sont en fin de vie, mais on trouve que c'est un moyen très adapté de contrôler les manques de confort et la douleur. Normalement, chez nous, on met en place une double PCA, une PCA de midazolam et une autre d'antalgique, dans les derniers jours de vie, afin qu'ils partent apaisés. Mais il y a une question qui me titille un peu, c'est le fait que ça arrive très souvent dans des EHPAD. Il n'y a pas d'infirmier, on incite aux soignants, dans ces cas-là, les soignantes et les ASH souvent à appuyer sur la pompe. Pour moi, je pense qu'il y a une sorte d'illégalité là-dessus, mais on ne peut pas faire autrement. Je ne sais pas là-dessus si vous avez quelque chose à me dire. Merci. Alors, effectivement, c'est très riche ce que vous venez de nous apporter comme information. Alors, je vais revenir sur l'HAD parce que c'est un vrai problème. Le patient qui est hospitalisé, qui va sortir en HAD, qui a la responsabilité de préparer la pompe. Parfois, les HAD livrent des pompes à l'hôpital que les infirmières ne connaissent pas. Les calculs de préparation des PCA ne se font pas de la même façon en HAD qu'en hospitalisation, où effectivement en HAD très souvent ils vont compter la dose totale des bolus possibles plus le continu multiplié par le nombre de jours. Ça fait qu'on arrive avec des débits avec des virgules, enfin des choses un petit peu tordues. La prescription est faite par le médecin hospitalier et pas par le médecin traitant. Qui fournit la morphine? Est-ce que c'est à l'hôpital dans lequel le patient est, ou est-ce que c'est l'HAD qui livre la morphine comme elle livre la pompe? C'est quelque chose qui quand même reste globalement assez flou. Alors je ne sais pas comment ça se passe sur Saint-Antoine. Alors là, c'est une question sur l'HAD. Donc, bon, moi, mon expérience sur l'HAD, c'est que ça me paraît plus simple quand l'HAD fournit le matériel, qu'elle fournisse aussi le produit.
soit quand c'est obligatoire, quand par exemple c'est de l'oxycodone, ou on a parlé de midazolam tout à l'heure, qui n'est pas un antalgique, mais qui a des délivrances hospitalières, ça me paraît plus simple effectivement qu'il y ait un circuit complet de l'HAD qui se fournit le matériel, le produit, et qui gère les réglages de pompe. À la sortie ? Voilà, le patient il est encore à l'hôpital. Est-ce que c'est l'infirmière du service qui ne connaît pas forcément la pompe avec des préparations qui ne sont pas habituelles, ou est-ce que c'est l'infirmière d'HAD? Nous, on a fait venir des infirmières d'HAD. Non, sur l'hôpital Saint-Antoine, parce que le patient ne sort pas avec le matériel de Saint-Antoine. Donc l'HAD fait livrer via un prestataire de service le matériel, et c'est l'infirmière du service ou l'infirmière ressources douleurs qui prépare la pompe en vue de la sortie. Parce qu'on ne sait jamais dans quel délai va passer le soignant de l'HAD. Non, tout à fait. Non, c'est nous qui préparons. Alors je ne sais pas s'il faut homogénéiser les pratiques ou pas. Nous, on était arrivés à faire en sorte que ce soit une infirmière, alors l'infirmière de coordination d'HAD, elle ne voulait pas être impliquée là-dedans, mais parfois, l'infirmière d'HAD quand même venait, et tout se faisait en même temps, le calcul de la préparation était ensemble, la programmation se faisait par l'infirmière d'HAD avec l'infirmière de l'hôpital, voilà, de façon à poser une PCA de façon sécuritaire pour un retour à la maison. D'autres questions? Oh, vous commencez à avoir faim. J'aurais bien aimé poser une question à Stéphane Picard. Parce que, non, vraiment, on a fait un topo sur méthadone, c'est super complexe en un temps record. Peut-être que la deuxième indication, je ne suis pas très favorable, comme tu sais, à co-analgésique, mais cette deuxième indication, quand tu l'emploies, parce que peut-être ce n'était pas très clair. Quand est-ce que j'utilise? Dans quelle indication? Comment tu fais? Je lance une grenade encore. Je trouve que les traitements de douleurs neuropathiques ne sont pas tous très convaincants. Et même si on a des nouvelles recommandations entre le Lyrica, la gabapentine, la prégabaline, le Laroxy, des effets secondaires, des prises de poids chez des patients, il y a un chiffre qui s'appelle donc le NNT, le nombre de patients qu'il faut traiter pour avoir un effet positif. Généralement, il est à 5, il est à 6 et il est à 10, c'est-à-dire qu'il vous faut, sur 10 patients, il y en a juste un qui va répondre favorablement. C'est nul. À ce titre-là, il se trouve qu'avec la méthadone, on a l'impression, ce n'est qu'une impression, d'avoir vraiment une bonne indication et de bons effets. Dans les douleurs et il y a une mixtes. étude qui est en train d'être lancée française pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc dans les douleurs mixtes. Oui, douleurs mixtes, bien évidemment, douleurs neuropathiques. Et on peut faire des PCA de méthadone. Des questions? Oui. Pardon, je dirais que pour être... Pardon, ici, je suis ici. Pour être utilisateur de méthadone depuis 20 ans, la méthadone est utilisée aux États-Unis comme antalgique largement. Et on l'utilise aussi dans les XAPA, quand les toxicomanes ont mal. Il y avait une question là. Une question devant. Là. Bonjour, je suis médecin, j'utilise depuis peu la méthadone, je me suis lancée, voilà. Merci. Grâce à vous, hein, voilà. En co-antalgique, j'aimerais bien me lancer, mais vous le faites dans les douleurs mixtes cancéreuses ou non cancéreuses, ou les deux? Je fais plutôt la douleur cancéreuse, donc je ne répondrai pas sur les douleurs neuropathiques, et l'AMM, elle est sur les douleurs cancéreuses aussi. Ça arrive. Oui, mais je voudrais avoir une petite indication sur les surdosages volontaires à la méthadone. Est-ce que pour la réversion, on pratique d'une manière différente la réversion dans le cadre habituel, vu son délai d'action ou la dose? Qu'est-ce que vous entendez par surdosage volontaire à la méthadone? Les tentatives de suicide à la méthadone. Oui, d'accord, oui, ça, on a bien compris. On ne peut pas les éviter. Les gens peuvent se suicider avec tout ce qu'ils ont sous la main, méthadone ou n'importe quel autre médicament. Ça dépend de l'indication, de la prudence. Ce
qu'il faut savoir, c'est que, en ce qui me concerne, pour les patients qui sont addicts aux opiacés, ils ont déjà une tolérance, et avant qu'ils puissent se suicider avec de la méthadone, il faut d'énormes doses qu'ils n'ont pas forcément à disposition, mais je n'ai pas l'impression que les toxicomanes soient suicidaires, mais ça peut arriver. Je vais juste rappeler que la demi-vie de la méthadone fait que l'analoxone a une demi-vie très courte, donc vous pouvez réverser le surdosage en méthadone très rapidement. Votre patient se réveille au bout de quelques minutes, mais sauf que l'analoxone, elle dure pas, elle dure quelques minutes aussi, donc, et il y a la méthadone qui revient à la charge, donc ça demande une prise en charge très particulière. Oui, c'est pas du one shot. Beaucoup plus longue que les morphiniques, pour le coup. Oui, exactement. Par rapport aux intoxications volontaires ou involontaires, d'ailleurs pour les opioïdes, la méthadone... C'est moi qui... Ah bon comme l'a dit le Dr Picard, qui connaît très bien la méthadone, la demi-vie est très très longue, donc la réversion par l'analoxone, comme il vient de le dire, hein, elle se fait très rapidement. On fait des bolus inverses. En quelques minutes, ça peut être réversé. Il faut un certain nombre de bolus. Et en fait, c'est un peu la même règle que pour les autres opioïdes, c'est-à-dire que c'est dépendant de la durée d'action de l'opioïde. Alors, comme la méthadone, on ne sait pas, parce que la demi-vie est longue et imprévisible, c'est difficile à dire. Mais il faudra, comme pour la morphine, faire une titration de naloxone et ensuite prévoir un traitement d'entretien qui, là, effectivement, va être plus long qu'avec la morphine. Une morphine ELI, globalement, c'est 4 heures. Une morphine LP, c'est 12 heures. Un patch durogésique, c'est 12-18 heures. Donc, on prévoit ces durées-là. Avec la méthadone, moi, je n'ai pas eu l'occasion d'en voir récemment, mais je ne sais pas si toi, tu en as, mais moi, en USP, c'est un peu particulier. Mais effectivement, il faudra faire une titration inversée, réverser le surdosage et puis prévoir une durée à la seringue électrique pendant probablement plusieurs demi-vies, c'est-à-dire pendant plusieurs jours a priori. Hein. Une dernière question. Moi, je voulais juste signaler qu'il y avait, pour justement les conversions d'un produit à l'autre, il y a quand même un site qui a été fait par les 3 sociétés savantes, AFSOS, SFETD, qui s'appelle OpioConvert. Tout le monde peut y aller et qui est très simple d'utilisation. Ah, ça marche très bien. Depuis au moins... Oh, mais ça fait au moins... oui, mais... Traître, mais ça fait au moins 1 an, ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Et puis, concernant la présentation de Dr Grimbert, c'est vrai qu'il faut toujours rester quand même raisonnable, même si en France, on n'est pas aux États-Unis. Ça, c'est très clair. Mais c'est peut-être très clair parce que tous les professionnels de santé, depuis très longtemps, sont très vigilants, justement, aux indications et à la surveillance des opioïdes lorsqu'ils le donnent. Et qu'il y a des recommandations, là aussi, quand même, qui ont été faites par les différentes sociétés, qui sont sur le site, je pense, des différentes sociétés. Et l'important, c'est quand même que le premier prescripteur d'opioïdes pour une douleur suive son patient, qu'effectivement, très rapidement, les effets dysphoriques, comme vous l'avez très bien signalé, c'est vraiment la première chose. Quand vous voyez votre patient dans un délai relativement court, après avoir mis un opioïde, je crois qu'il est quand même très important de lui demander si ça soulage sa douleur. Et quand on a un patient qui arrive et qui vous dit « Génial, le produit là, que vous m'avez donné. Ah là, alors là, je me lève le matin, je me précipite, je prends ça, et alors tout va bien. Je commence à faire les carreaux, mais est-ce que ça soulage votre douleur ? Ma douleur peut-être pas tant que ça, finalement. Mais alors, ça me donne une pêche. Et alors là, c'est immédiat. Il va falloir noircir le tableau et lui dire je suis désolé, mais il va falloir diminuer. Ouais. Oui, merci. C'est tout à fait vrai. Je pense qu'effectivement, en France, on n'est pas aux États-Unis. Et je vais en rajouter une couche sur l'intérêt des ordonnances sécurisées par rapport aux ordonnances libres. Quand je prescris de la morphine, c'est une ordonnance sécurisée, j'appelle le pharmacien, je demande de tenir un carnet de douleur, je demande un carnet d'effets secondaires, et donc je sacralise un petit peu cette prescription qui prévient un petit peu le risque de dépendance. Malheureusement,
quand on prescrit de la codéine ou du tramadol, on ne fait pas ça. Et souvent, les médecins sont à l'aise avec la prescription et pour ne pas passer à un opioïde fort, associent parfois plusieurs opioïdes faibles. On voit des ordonnances avec de l'Acupan, de la codéine, des patchs d'urogésique, des trucs qui sont quand même assez difficiles à récupérer. Enfin, en fait, assez simple, hein. On arrête tout et on met de la méthadone ou on met autre chose. Je simplifie, c'est pas toujours si simple, mais il y a vraiment le message, ce serait vraiment de ne pas avoir peur de donner des opioïdes forts à faible dose, qui ne sont pas plus dangereux que les opioïdes faibles, mélangés, où on ne sait pas trop ce qu'on fait, on ne sait pas comment les médicaments s'associent, comment ils sont métabolisés, ils ne sont pas métabolisés toujours de la même façon chez les mêmes patients, donc c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Oui, vous avez sans doute pas tort, mais je pense que quand même, opioïdes faibles, opioïdes forts, c'est la même rigueur. C'est-à-dire qu'effectivement, on doit expliquer, comme vous l'avez très bien dit, les gens doivent comprendre, mais ça c'est la prise en charge de tout patient douloureux chronique, les gens doivent comprendre pourquoi ils ont mal et comment ça se passe. Ça c'est évident, mais je pense que c'est évident pour tout le monde ici. Et qu'après, vous avez tout à fait raison, c'est une sorte de contrat, mais on doit évaluer et se reposer à chaque consultation l'indication des traitements. Je crois que ça, c'est important. Est-ce que c'est toujours efficace sur vos douleurs? Comment vous les prenez? Est-ce que... Alors, les gens le disent parfois. Ah, mais le matin, là, je ne me sens pas très bien. Je me précipite. Voilà, je suis bien contente de prendre mon médicament. Et donc, tout ça, c'est de la surveillance, c'est de la clinique, c'est du bon sens, c'est d'un lien avec les patients. Voilà. Mais je crois qu'il faut avoir ni peur, ni pas peur, d'ailleurs. Il faut soulager la douleur des patients le mieux possible et que le médicament, comme on le verra cet après-midi, n'est pas tout. Mais voilà. Et moi, je voudrais juste une petite précision. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit sur les paliers 1, 2, 3. C'est un classement pharmacologique et ce n'est pas une histoire de puissance. Et en cancérologie, douleur cancéreuse, on lève un peu le pied effectivement sur les restrictions. Après, comme Elisabeth, je fais aussi pas mal de douleurs chroniques. Et dans les douleurs chroniques, rhumatologiques ou digestives, nous on a beaucoup de maladies de Crohn par exemple, il y a le narcotic bowel syndrome, etc. Donc les recommandations en douleurs chroniques sont quand même d'éviter si possible les paliers 3, parce que effectivement les ordonnances sont sécurisées, mais les paliers 2 et la prescription en France étant ce qu'elle est, les paliers 2 est quand même un effet plafond. S'il n'y a qu'un seul prescripteur et que la prescription sont bien faites, normalement il y a des doses à pas dépasser. Et malgré tout, on se méfie quand même. On a aussi beaucoup de dérives avec des patients qui ont été mis sous palier 3 dans des douleurs chroniques, en particulier rhumatologiques, en particulier digestives, dans les maladies de Crohn, etc. Avec des dérives voilà, c'est d'ailleurs ce que je vais faire tout à l'heure en ma consultation du jeudi après-midi. J'ai des patients qui dérivent un petit peu. Je fais de la dictologie de comptoir, mais sous le biais algologique. Et effectivement, on a des dérives avec des gens qui prennent des paliers 3 qui ne devraient peut-être pas. Et donc, il faut aussi se méfier à ne pas lâcher trop les vannes sur les paliers 3. Je ne parle pas de douleur cancéreuse, là, je parle plutôt de douleur chronique, rhumato, digestive ou autre, d'ailleurs. Donc, il faut aussi un petit peu se méfier. Parce qu'après, les patients qui ont, et vous êtes mieux placés que nous pour le savoir, ils ont des combines pour avoir plusieurs identités, voire plusieurs prescripteurs. Et finalement, en France, c'est pas, on a des moyens de contourner. Et on a des patients qui arrivent à avoir des ordonnances de palier 3 de plusieurs prescripteurs et partir dans des doses non recommandées, on va dire. Voilà. Enfin, le dernier point, c'est aussi qu'on ne donne pas un opioïde qui soit faible ou fort pour des douleurs qu'on ne comprend pas. Et notamment, voilà, quand on ne comprend pas, il faut déjà comprendre. Et ça, c'est propre des urgences, où parfois les gens arrivent aux urgences avec des douleurs et on leur fait une sous-cute ou une IV, puis on les fait sortir avec un peu de morphine. Comme ça vient de l'hôpital, c'est repris par le médecin traitant parfois, et ainsi de suite. Quand on ne comprend pas une douleur, on évalue et on ne donne pas un opioïde sans être sûr à ce moment-là qu'on revoit le patient tout de suite après, ou qu'il va y avoir un suivi très clair. Et puis, il y a des douleurs, et ça c'est la littérature qui l'indique, dans la fibromyalgie, dans les migraines, n'est-ce pas, monsieur Hannequin, il n'y a pas d'indication, c'est même, j'aurais presque envie de dire que c'est une contre-indication à l'utilisation des opioïdes, faibles ou forts. Donc,
bon, j'ai raté mon coup avec mon voisin sur les paliers. Mais je dois dire qu'à la consultation douleur de Bichat, sur les crises migraineuses importantes, il y a une perfusion de morphine. Donc, Bon, bah, c'est... Non, nous ne sommes pas d'accord. Même 3, je crois. Bon, c'est la pause, je crois.